Notre magasin Coop IGA Extra Montmagny et les marchés Tradition Cap Saint-Ignace sont fiers de s'associer à SEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. La coopérative a pour mission d'offrir des produits alimentaires diversifiés et de qualité à ses membres et à la communauté, tout en contribuant au développement économique et social du milieu. Soucieuse de ses 160 employés, bonifiant l'expérience de ses membres au quotidien, notre magasin Coop de Montmagny, c'est tout cela et bien plus encore. Ensemble, on fait de grandes choses avec plus d'avantages. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Aujourd'hui, nous vous proposons d'autres rencontres qui ont eu lieu en 2023, entre autres dans les studios de SEMA TV. Dans un premier temps, on va s'entretenir avec Rénald Ouellette. Également, Kevin Gagné nous parle de son canot Atlas et on voit la construction par étapes. On vous propose ça dans quelques instants. La ministre Pascale Saint-Onge était de passage à Montmagny cette année. Michel Montminy s'est entretenu avec elle. Et aussi, Bianca Roy nous parle du musée de la mémoire vivante. Aussi, à ne pas manquer, c'est Daniel Lachance, le pharmacien, qui sera de passage pour parler santé dans l'émission. On va parler mémoire aujourd'hui. J'ai la meilleure personne pour en parler. Rénald Ouellette, bonjour. Salut. Alors maintenant, maître de tradition vivante, maître de la mémoire aussi, je pense. Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est un prix qui m'a été décerné par le Conseil québécois du patrimoine vivant. C'est une reconnaissance pour les musiciens. Il y a des musiciens, puis également les conteurs qui sont là-dedans, les métiers d'art traditionnels aussi, pour c'est un prix de reconnaissance d'une carrière. Puis c'est des gens qui ont accumulé de la mémoire, justement, durant toute leur vie, pour pouvoir la transmettre. Oui, c'est important, la transmission dans tout ça aussi. Et on en parlait justement avant d'entrer en ondes. La transmission, ça a été pour vous la transmission, entre autres, du Carrefour mondial de l'accordéon. Vous vous êtes retiré tranquillement. C'est ça, oui. Bien, depuis une année maintenant, j'ai pris une retraite complète là, du Carrefour, à la fois aussi également de l'école de musique, du musée de l'accordéon. Je t'ai rendu, je pense que c'était le temps là, dans ma vie de prendre une pause après avoir travaillé pendant plusieurs années consécutives. Puis c'est ça, j'ai transmis mon savoir à Catherine Couillard, qui maintenant dirige le Carrefour mondial de l'accordéon. Puis en plus, il y a notre ami Steve Normandin qui est venu l'appuyer au niveau de la direction artistique. Puis là, Catherine s'est monté une bonne équipe, fait que ça va bien. C'est ça que c'est rassurant quand tu as travaillé pendant une trentaine d'années dans un organisme, à le faire vivre, le faire s'épanouir, grandir, puis de voir qu'il y a une continuité à ça. C'est ça qui est vraiment valorisant. Pour le prix de maître de tradition vivante, pour ce programme-là, on vous demandait de faire justement, de montrer un exemple de passation de la tradition. Et pour ça, vous avez fait un concert. Déjà, c'est en 2021, je crois. Oui. Et c'est un peu ce que nous suit, parce que, bon, j'ai commencé un peu vite, là, mais hier, c'était la première du documentaire sur M. Ouellette, justement. En fonction de ce prix-là, il fallait faire un documentaire, il fallait montrer, faire une preuve de cette passation de tradition vivante. Bon, pour les gens ici, c'était pas compliqué de le savoir, mais il faudrait le montrer au reste du monde aussi, question de vous faire connaître. Et c'est ce concert-là, dans le fond, qui a été mis sur pied, qui a tout lancé, là. Tout à fait. Quand j'ai reçu le prix, il m'avait demandé des suggestions de projets que je voulais faire. Puis une des suggestions que j'avais fait, c'était de présenter un concert d'accordéon, mais avec plusieurs accordéonistes, pour démontrer également aussi l'aspect de la transmission, de l'apprentissage de l'accordéon. Ça fait que moi, j'ai appris le répertoire de musiciens traditionnels qui ont été généreux envers moi. Et là, je suis en train je le transmets à un de mes élèves qui s'appelle Alexandre Patry, qui joue très, très bien, qui est très bon. Donc, il y a une continuité. Puis, il y a mon ami Sabin Jacques qui habite pas loin d'ici, à Beaumont. Puis lui, il a fait le même processus un peu. Dans sa famille, il y a un oncle qui jouait de l'harmonica, lui, de son côté à lui. Puis il y a son ami Mathieu Baillargeon, maintenant, qui a côtoyé Sabin puis qui a appris des choses avec Sabin. Fait que c'est ça qu'on voulait démontrer, que ce répertoire-là, bien, il vient dans quelque part, puis il va continuer dans le futur. Ça fait qu'on a décidé, là, on s'est rassemblés les quatre avec Rachel Aucoin, la conjointe à Sabin, qui est une pianiste extraordinaire. Mm-hmm. Donc, on a travaillé ensemble, mais pendant une année, c'était un beau projet. C'est le fun d'avoir de
du temps de réaliser des projets aussi, puis d'avoir les moyens aussi, puis tout ça. Puis le Conseil québécois, puis le Carrefour mondial de l'accordéon nous ont donné ces moyens-là. Fait qu'on a pu travailler pendant une année à monter ce concert-là, choisir du répertoire. Puis vraiment, chaque pièce a été sélectionnée en fonction de, c'est quoi la valeur de cette pièce-là dans la musique traditionnelle du Québec d'aujourd'hui. Puis pour pouvoir justement démontrer toute la richesse aussi, les différents styles, différents rythmes de musique. Donc, c'était un beau projet. Puis avec Gilles Pitt, qui était le coordonnateur du projet au début, du Conseil québécois du patrimoine vivant, Gilles me dit, ça serait le fun d'avoir une trace de ça, d'avoir un vidéo. Fait que j'ai dit, c'est une très bonne idée, ça. Fait qu'eux se sont occupés de ce volet-là, de monter une équipe qui nous a suivis pendant notre parcours, pendant les répétitions. On a fait des pré-entrevues. C'est Renaud de Repentigny qui est le réalisateur. À un moment donné, Renaud, je le trouvais tannant parce que il m'a fait une entrevue, je pense, qui a duré 2h30 au téléphone. J'ai fallu que je compte ma vie à l'endroit puis à l'envers. Fait que là, à un moment donné, je trouvais que c'était lourd, mais ça a rapporté parce que Renaud, il a bien ciblé le message qu'on voulait passer dans le documentaire. Donc, il a fait beaucoup de tournages, puis tout le monde a été généreux. Puis à l'autre bout, c'est ça. Il y a eu le petit bébé du documentaire là, qu'on a pu visionner hier soir. Une trentaine de minutes bien intenses. Oui. Tout est là, je pense, quand même. Hein? C'est bien fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a surpris parce que Renaud avait tellement pris d'images, il aurait pu avoir plusieurs angles, plusieurs axes pour le documentaire. Puis finalement, il a vraiment été chercher ce que nous autres, on voulait, c'était la transmission du répertoire, puis tout ça. Mais il a fait un gros travail parce qu'il a vu qu'il avait tourné beaucoup d'images. Il a fallu que lui fasse le ménage là-dedans pour aller chercher les bons points, les bonnes images, le bon discours, puis en même temps, qu'il y ait une trame, qu'il y ait un ordre là-dedans. Fait qu'on commence quand j'étais jeune, à aller jusqu'à maintenant. On veut retourner peut-être justement quand vous étiez jeune. Comment ça a débuté, cet amour de l'accordéon? Moi, souvent, c'était un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Moi, à l'âge de 2 ans et demi, mes parents habitaient à Montréal, puis un de mes oncles ici à Montmagny, Pierre Labrec, qui pensionnait chez mes parents. Puis lui, pour se désennuyer, il avait emmené son accordéon. Fait que le soir, il me jouait de l'accordéon à tous les soirs quand il finissait de travailler pour m'endormir. Puis là, ça me restait dans l'oreille. Puis à un moment donné, son accordéon était par terre, puis j'ai pris l'instrument, puis j'ai joué une pièce, mais spontanée comme ça. Puis la pièce, c'était une mélodie, c'était une chanson d'Elvis Presley qui s'appelle « Don't Be Cruel ». Puis moi, je suis né en 1956, fait que c'était en plein dans l'année que c'était un succès à la radio. Donc, probablement, je l'avais entendu à la radio, cette pièce-là, puis là, je l'ai joué à l'accordéon. Fait que tout le monde a resté surpris. Puis là, c'est là que tout a démarré. Mon oncle Armand, qui était le propriétaire de l'accordéon, m'a donné son accordéon en cadeau. Puis ainsi de suite, ça a tout le temps été comme ça. Puis là, moi, quand j'étais plus jeune, je venais... on habitait à Montréal, mais je venais toujours passer mes vacances à Montmagny. Les vacances scolaires. L'été, à partir de Saint-Jean-Baptiste, jusqu'à la fête du travail, on était à Montmagny. Les fêtes de Pâques, à Noël, l'Action de grâce. Nous autres, Montmagny, c'était vacances. Fait que c'était synonyme de vacances, puis on venait à Montmagny. Fait que là, j'allais voir mes oncles, puis tout ça, qui avaient des accordéons, puis ils me prêtaient leur accordéon, puis je jouais l'accordéon, puis je les écoutais quand ils en jouaient aussi de l'accordéon. Donc, j'ai été imprégné de ça, puis j'ai baigné là-dedans toute ma jeunesse. Puis par la suite, quand il y a eu des choix au niveau scolaire, on rencontre des orienteurs, puis tout ça, puis c'était vraiment moi, ma passion, c'était la musique. Fait que là, les orienteurs ont dit, tu peux te diriger en musique. Je pense que tu as l'intérêt vraiment pour ça. Mais au niveau scolaire, l'accordéon diatonique, il n'était pas enseigné. Mais non. Fait que je ne pouvais pas prendre de cours d'accordéon. Donc, je me suis, à un moment donné, en parascolaire à l'école, il y avait un orchestre, un petit orchestre symphonique. J'avais commencé, j'ai joué du trombone dans cet orchestre-là. Puis par la suite, j'ai transféré au violoncelle. Puis je me suis inscrit au Cégep Saint-Laurent en violoncelle. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mes études musicales. Fait que là, j'ai appris le violoncelle. Puis, mais par contre, la passion de l'accordéon m'est toujours restée. Fait que par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer des grands maîtres de l'accordéon ici au Québec. Là. Premièrement, Marcel Messervier, ici de Montmagny. Oui. Yves Verrette, qui était à Lac-Saint-Charles. Gérard Lajoie. J'ai rencontré plusieurs personnes. Là. Philippe Bruno à Montréal, des personnes marquantes qui, eux, ont été très généreux avec moi. Ils m'ont laissé les écouter de proche puis de les rencontrer. Puis vu que j'avais quand même du talent, eux, ils étaient fiers aussi de me montrer ce qu'ils savaient. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai grandi mon répertoire. Puis après ça, on s'est parti un groupe de musique. C'était dans les années 70, 75, dans ce coin-là.
c'était la prise de conscience du peuple québécois, puis on était fiers d'être Québécois. Le retour à la tradition, oui, à la modernité. Oui, c'est ça, effectivement. Ça fait que là, le groupe, on a eu du succès tout de suite. On a été invités. C'est le genre de choses qu'on ne planifie pas à l'avance, mais au début, on jouait surtout dans la région de Montréal, mais à un moment donné, on était invités. On allait jouer à Toronto, à Edmonton, Calgary, à New York. Fait que là, comme ça, avec le groupe Héritage, pendant 6 à 8 ans, on a voyagé beaucoup. On a fait toute l'Amérique au complet. Fait que là, j'ai pris beaucoup d'expérience aussi. On a fait de la télévision, j'ai accompagné des compagnies de danse. Fait que là, j'ai appris le métier de musicien, mais en le faisant. Fait que ça, c'était aussi une belle aventure. Puis par la suite, j'ai décidé de revenir à Montmagny, m'établir à Montmagny vers 1988, à peu près dans ces années-là. Puis là, c'est là qu'on a eu l'idée de démarrer le Carrefour mondial de l'accordéon, parce que les gens du milieu voulaient faire un développement touristique. Fait que là, on s'était dit, nous autres, on aurait une bonne idée, parce que j'avais participé à beaucoup de festivals partout à travers le Canada puis les États-Unis. Fait que on a dit, on pourrait démarrer un festival de musique, mais axé sur l'accordéon, autour de l'accordéon, puis pas juste au niveau de l'accordéon traditionnel, c'est d'amener tous les différents types d'accordéon, que ce soit l'accordéon piano, chromatique, bandoneon. Donc, justement, ça, c'est pas le diatonique. Ça, c'est un clavier chromatique. Fait que pour démontrer la richesse de cet instrument-là, puis en même temps, l'objectif, c'était de positionner la musique traditionnelle du Québec sur la même scène, avec les mêmes conditions qu'un grand artiste qui interprète du musette ou du jazz ou du pop. Peut-être pour enlever l'idée des gens que l'accordéon, c'était juste pour dans les maisons, pour les parties de jour de l'an? C'était pas vraiment le thème. Non. Souvent, les gens me disent ça, puis moi, je leur dis, nous autres, chez nous, c'est le jour de l'an, puis le Noël à toutes les semaines, là, parce qu'on ne jouait pas juste à Noël pour le jour de l'an. C'était surtout pour donner des lettres de noblesse à ce répertoire-là, puis ce type d'accordéon-là. Bon, c'est les petits accordéons diatoniques, 10 touches. Et dans l'histoire de l'accordéon, c'est les premiers modèles qui ont été développés. Par la suite, l'accordéon a été perfectionné. Fait que c'était pour démontrer ça aussi, l'évolution de l'accordéon dans le monde et dans le temps. Parce que c'est un accordéon, l'accordéon diatonique, si je ne me trompe pas, qui se transportait plus facilement. Est-ce que c'est lui qu'on retrouvait sur les bateaux que les marins ont amenés par ici, justement? Ça, c'était les concertinas, surtout. Les concertinas, oui. OK. Ça venait d'Angleterre. Oui. La concertina voyageait beaucoup. Mais l'accordéon diatonique, c'est que c'était des instruments qui étaient pas chers. Au début du siècle dernier, tu pouvais te commander, il y avait dans des catalogues Sears, tu pouvais te commander un accordéon parce qu'il n'y avait pas de magasin de musique à cette époque-là. Mais ça coûtait 2 $2,50 par la poste, l'accordéon arrivait. Puis ça, dans ce temps-là, c'était avant l'électricité, là. Fait qu'imagine quelqu'un qui avait un accordéon et qui réussissait à le maîtriser, là, ça mettait de la vie et de la joie dans une maison. Fait que ça, cet instrument-là était associé beaucoup à la fête. Ça prenait moins de place que le piano aussi. Aussi, également. Puis moins besoin d'entretien. Le coût il était beaucoup moins cher aussi. Là. Justement, vous êtes, au fil du temps, devenu aussi un fabricant d'accordéons. Un facteur, comme oui, facteur d'accordéon. Ouais. Au début des années 90, avec Sylvain Vézina, ici de Montmagny, on a décidé de fabriquer des accordéons parce que j'avais des besoins, moi, pour un accordéon, plus de concerts. Ça fait que on a développé un modèle. Ça a pris quelques temps. La première année, là, il a fallu travailler fort. Mais pour arriver à un instrument vraiment à mon goût. Puis tout de suite, je suis parti en tournée au Danemark avec un accordéon. Puis déjà, on a eu de la demande. Fait que moi, je profitais de mes voyages. Je faisais à la fois, j'étais engagé pour aller donner des concerts. Puis en même temps, je leur disais, chez nous, on a un festival d'accordéon. Puis on a également un musée. Puis on a des fabricants d'accordéon. Vous avez été un grand ambassadeur pour Montmagny, pour le Carrefour mondial, pour le Québec, pour le Canada aussi, avec l'accordéon. Là. Oui, mais pour moi, c'était vraiment un plaisir. Parce que de faire connaître la richesse de la tradition de chez nous, ça, c'était vraiment... Pour moi, c'était valorisant. Ça me faisait plaisir de le faire. Puis ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires partout. Je regardais ça l'autre fois, parce que j'ai un petit peu plus de temps. Là. Je regardais dans mes archives dernièrement, puis j'ai voyagé dans une trentaine de pays. Ça fait que ça, c'est juste grâce à l'accordéon et puis la musique traditionnelle du Québec. Je voulais vous parler beaucoup de tradition, de musique traditionnelle du Québec. Puis je pense que vous avez fait un beau travail d'anthropologie, là, une fouille pour ressortir les pièces, justement, pour remettre de l'avant beaucoup les gens qui vous ont appris l'accordéon, mais les gens dans la région ici immédiate et même un peu plus large. Là. Bon, oui, il y a le répertoire. Puis aussi, pendant quelques années, je me suis intéressé énormément aussi. J'étais en contact avec des collectionneurs de disques, 78 tours. Puis ça, c'est une race à part. Hein. Ces gens-là, c'est vraiment des collectionneurs
de disques. Exemple, la compagnie Victor, la série 263 000 en 78 tours, là, les anciens qui tournaient, puis c'était des disques fragiles, là, cassants. Oui, mais c'est presque en verre, c'est très, très épais. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai rencontré des collectionneurs, Gabriel Labbé à Montréal, puis il y avait un monsieur Vaillancourt qui habitait à Laval aussi, qui était... Puis lui, c'était vraiment un phénomène parce que quelqu'un nous avait donné son contact. Là, on a communiqué avec lui, puis avec Marc Benoît, un musicien qui est un contrebassiste avec qui on travaillait dans le temps. Et on est allé le rencontrer. Puis là, ce monsieur-là, bien, c'était un monsieur très sérieux. Puis là, il nous a fait descendre dans son sous-sol, puis c'était tout bien fini. Puis il y avait un beau gramophone dans le coin. Puis là, on jase. Puis là, ça, moi, je disais, j'ai un intérêt pour la musique traditionnelle du Québec. Alfred Montmarquette, Joe Bouchard. Puis là, il nous laissait parler. Puis à un moment donné, il dit, oui, il dit, regardez, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Puis là, il nous a emmenés dans une grande pièce. Puis la porte était fermée, il ouvre la porte, il ouvre la lumière. Puis c'était tous des disques, 78 tours. Mais il y en avait, là, les murs étaient pleins. Tout le tour, tu sais, du plancher aller jusqu'au plafond. Puis il dit, ma collection, il dit, est pas mal complète. Il dit, au niveau de la chanson française, il dit, j'ai tout. Et puis il dit, en musique traditionnelle, il dit, j'en ai beaucoup. Mais effectivement, il y avait une collection énorme. Puis lui, là, j'ai dit, est-ce que ça vous dérangerait qu'on viendrait pour les enregistrer? J'aimerais ça avoir ces pièces-là. Il dit, bon, ça va me faire plaisir parce qu'il dit, je ne les ai jamais écoutées. Lui, tout ce qu'il savait, c'est les numéros. Puis à partir du numéro 1, aller jusqu'au dernier, ils avaient tout. Puis s'il y avait un trou, bien, il travaillait fort pour le remplir. Mais c'est ça. Comme les cartes de hockey. Effectivement, oui, c'est un collectionneur de disques. Lui, c'était pas un mélomane. Puis là, effectivement, là, pendant des soirées de temps, on allait chez eux, puis on enregistrait. Puis il était très généreux avec nous autres. C'est ça qui est fun, parce que dans ces années-là, bien, si on voit le film de la Bolduc nous le raconte un peu, c'est que les gens pouvaient aller enregistrer les disques eux-mêmes. Donc, il y a des collections extraordinaires à avoir à ce niveau-là, même de gens qui ne sont pas devenus aussi connus que la Bolduc, là, mais il y a une trace, il y a un patrimoine là-dessus qu'on peut aller chercher facilement. Oui. Effectivement, là, il y a plusieurs grandes vedettes du disque au niveau de l'accordéon. Donna Lafleur, Joe Guillemette qui était à Rimouski. Puis ces gens-là, ils n'ont pas fait beaucoup de disques. Théodore Duguay, il y a seulement que deux disques qui sont restés. Parce que la compagnie, comme pas, avait passé au feu, je pense. Mais il y en a des tonnes de musiciens. Puis ça, c'est un répertoire qui était pratiquement perdu. Puis, tu sais, des fois, il y a des modes là-dedans. Fait que là, les gens réapprennent toujours les mêmes pièces. Fait que là, ça, c'est un travail que Philippe Bruno avait fait au début, là. Fait que là, on comprenait des airs qui étaient plus joués, qui étaient perdus. Fait que ça aussi, c'était important. Puis on l'a fait avec plaisir. Merci beaucoup, M. Ouellette. Quand on parle de maître de tradition vivante, ben voilà. Vous avez un don pour la passation et ça nous fait plaisir de pouvoir avoir encore ces informations-là et de vous avoir avec nous encore aussi parce que, faut pas se le cacher, vous êtes un monument pour nous. Vous avez été hommagé un peu partout. Et malheureusement, on dit souvent, nul n'est prophète dans son pays. Il faut prendre conscience que cet homme-là a vraiment fait beaucoup pour l'accordéon et pour la région. Merci, M. Ouellette. Je me suis amusé beaucoup également. Oui, hein? On le sent. Ça fait plaisir à voir. Pour bien commencer votre journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiseries et profitez-en pour vous gâter. Votre dépanneur Ultramar Marché Express de Montmagny vous accompagne tout au long de la journée. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Boutique Le Rendez-vous. Depuis plus de 10 ans au cœur du Vieux-Montmagny. Collection mode actuelle et différente avec une belle sélection d'accessoires. Boutique Le Rendez-vous, rue Saint-Jean-Baptiste. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. Au Salon de quilles Loi-Blanche, on s'amuse en grand. Un nouveau système informatique pour les quilleurs des plus performants, billard, jeux de dards électroniques, golf virtuel de pratique, tout y est pour passer de bons moments durant les vacances des fêtes. 248-0880.
début d'année, Mathieu Labret. Merci. Ça va bien? Oui, ça va bien. Passez des belles fêtes. Très belle fête, très belle fête. Et là, on va parler encore prévention, c'est certain. Hier, on va commencer avec un événement qui s'est déroulé juste avant Noël à Saint-Jean-Port-Joli, qui a surpris bien des gens. Tout à fait. Déjà, c'est pas des choses qu'on va s'attendre comme nouvelles. Ça va être un petit peu, ça va faire l'objet de d'une partie de la chronique aujourd'hui, les fameuses cendres chaudes. Ben oui. On nous dit qu'il y a plusieurs pompiers, justement, et employés municipaux qui ont été dépêchés pour un incendie de camions de collecte de matière organique. Puis finalement, c'est des cendres chaudes qui ont été déversées trop rapidement dans le bac, justement, de collecte. Puis c'est des choses qui n'arrivent pas nécessairement souvent, mais qu'on entend là, quand même assez... Tu nous en avais parlé, là, on a la preuve que c'est vrai. Effectivement. C'est pourquoi, justement, les on rit parce que ça s'est bien passé, là. Il n'y a pas eu de dommages. Effectivement, mais il pourrait y avoir justement des dommages beaucoup plus importants à ce niveau-là. C'est pourquoi on va demander, justement... on va dire que c'est l'importance de conserver ces cendres-là au moins 7 jours pour éviter qu'il reste des petits tisons à l'intérieur. Souvent, peut-être qu'ils ne seront pas visibles, il n'y aura pas de chaleur nécessairement, mais s'il reste un petit tison, on va le mettre justement dans un environnement qui va être plus propice avec des matières combustibles. Ben oui. Il se produit comme il s'est produit là. Là, au moins, il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses, mais toutefois, ça aurait pu survenir. Donc, on les met, on se le rappelle, dans une chaudière en métal avec un couvercle. Surélevé, effectivement. Surélevé. Notre chaudière, en fin de compte, ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir un fond supplémentaire. Un double fond. Un double fond, effectivement, si on veut, justement, pour la surélever du sol. Chaudière en métal, bien entendu, avec un couvercle. Lorsqu'on vide nos cendres, on les vide toujours avec une pelle en métal. On va les mettre dans dans notre chaudière. Ce qu'on va conseiller, c'est d'avoir 2 chaudières, justement, pour pouvoir sortir cette chaudière-là avec nos cendres qui vont être peut-être plutôt chaudes, parce que nos cendres vont continuer de se consumer à l'intérieur de la chaudière. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut avec le couvercle, c'est vraiment de couper l'arrivée d'oxygène, en fin de compte. Mais par contre, par sécurité, en ayant 2 chaudières, cette chaudière-là, que nos cendres sont chaudes, on va la placer à l'extérieur, puis on prend notre autre chaudière. Donc, à ce moment-là, on peut faire une rotation de nos chaudières. On la laisse à l'extérieur environ combien de temps pour être sûr de notre coup, là? Bien, normalement, là, je dirais un bon 7 jours. Là. Bon. Ou le fait, justement, d'avoir 2 chaudières puis de faire la rotation comme ça, le temps, justement, qu'on vide, si on les vide aux semaines, par exemple, bien, ça nous permet de faire la rotation. Puis, justement, on attend ces 7 jours-là avant de se débarrasser de ces cendres-là. Important. Important aussi de ne pas utiliser d'aspirateur pour venir... pour ramasser les cendres. Ramasser les cendres. Souvent, ils vont tomber un petit peu au sol. Bon, ben là, l'aspirateur n'est pas loin. On pourrait être tenté, justement, de l'utiliser tout de suite. Même chose, s'il reste un petit tison... on parlait de notre camion, justement, qui ramassait les ordures. Bien, c'est un petit peu la même chose avec notre aspirateur. À ce moment-là, pourrait se produire des débuts d'incendie, puis pourrait justement progresser en plus gros incendies. Donc, le fameux petit balai, puis on envoie ça encore une fois dans la chaudière. Dans notre chaudière, tout à fait. Monoxyde de carbone, j'en ai parlé. On en profite justement pour tester nos avertisseurs de monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, on sait que c'est un gaz qui va être inodore, justement incolore. Donc, à ce moment-là, la seule manière de le détecter, c'est avec un avertisseur ou un détecteur de monoxyde de carbone. Donc, on s'assure d'en avoir un. On disait, avant au changement d'heure, de vérifier les batteries et tout ça. Ouais. Ça peut être au début de l'année aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Ça peut être au début de l'année. Ce qu'on dit, bien, préférablement une fois par mois. Des fois, on n'est pas sûr. C'est pas très long, là, on s'entend. On appuie sur le bouton, puis justement, on entend tout de suite. Ce qu'on va conseiller aussi, c'est d'avoir des avertisseurs de fumée qui vont être combinés à des avertisseurs de monoxyde de carbone. Donc, un appareil qui fait les 2 travails. Puis, il y a même des appareils que les piles vont être bonnes 10 ans à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, on a juste à le vérifier. On n'a pas besoin d'avoir peur de prendre les batteries, justement, qui pourraient être dans les nouveaux jouets des enfants pour remplacer notre pile. Oui. Donc, à ce moment-là, on ne s'occupe plus de la batterie, on fait juste le tester. Au niveau des cendres qu'on va placer à l'extérieur, loin des matières combustibles encore là, ce qu'on va voir... Pas juste à côté des poubelles en plastique. Là. Effectivement. Ce qu'on va voir encore là, ça va être la même chose. Ça va être des débuts d'incendie de bac. Puis c'est des choses qui surviennent encore là. On a des exemples à tous les hivers, mais souvent, on va pouvoir être tenté de le placer près du cabanon, près de la résidence. Même chose, là, au moins 1 mètre ou 3 pieds de toute matière combustible. Puis souvent, on va avoir l'exemple que notre chaudière est encore chaude. C'est que si on la place dans la neige, le lendemain, ça fondu. Ça va avoir fondu autour. Donc, encore là, c'est une bonne preuve que notre chaudière peut être encore chaude. Donc, très important, cendre chaude, on garde ça en tête, la cause de nombreux incendies à tous les ans.
Maintenant, chaufferette d'appoint. Oui, tu nous as amené un petit exemple ici. Un exemple de chaufferette d'appoint aussi, justement, qui pourrait être utilisé. Point le plus important, c'est que ces chaufferettes-là ne sont pas faites pour être utilisées en permanence. Si on a besoin d'un chauffage en permanence, on doit faire installer un chauffage en permanence. Comme pour le garage, pour peut-être le chalet aussi? Effectivement, parce que ces appareils-là ne sont pas conçus. Sont conçus justement pour un usage temporaire, puis un usage où est-ce qu'on va être présent aussi. Donc, à ce moment-là. Donc, important de toujours garder ça en tête quand vient le temps d'acheter ces appareils-là. Encore là, s'assurer que notre appareil est homologué. Celle-ci, on le voit en dessous de l'appareil. Oui. Comme ça ici. Donc, le laboratoire d'homologation, voilà. justement, va être indiqué ici. Ce qu'on a encore là, c'est le nom de l'appareil, numéro de modèle. Donc, si on a perdu notre fameux guide d'utilisation, on est capable de le retrouver facilement sur Internet. Comme mon appareil est comme ça, je vais en profiter tout de suite pour parler de ce bouton-là. Oui, donc, ça se trouve à être le bouton que si mon appareil se renverse, va faire arrêter l'appareil. À l'époque, il n'y avait pas nécessairement ces boutons-là, ces mesures de sécurité-là. Donc, mon appareil chutait, l'appareil continuait à chauffer, était la cause d'incendie. Encore là, c'est une mesure de sécurité. Justement, on ne se dit pas, vu que c'est sécuritaire, on va la laisser fonctionner. Encore là, c'est plus justement en cas d'accident vraiment ou en cas d'oubli. Mais Mathieu, c'est quand même une grosse chaufferette. Là. Ça, on parle des petites chaufferettes en plastique qu'on a pour se réchauffer les pieds ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il va y avoir aussi ce bouton-là? Pas nécessairement. Normalement, pas nécessairement sur certains appareils, mais normalement, ce bouton-là devrait apparaître. S'il n'apparaît pas encore là, on va prendre des précautions, je dirais, supplémentaires. Tout dépendant d'où mon appareil va être installé. Puis encore là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est vraiment temporaire, puis il faut être présent, justement. Puis si on travaille dans le garage avec une chaufferette comme ça, on s'assure de rester dans le garage, puis de d'éteindre vraiment, puis même, je dirais même de la débrancher pour être certain qu'il ne survienne pas d'accident. Parce qu'on en parlait un peu tantôt, en dehors des ondes, il y a des bureaux où c'est pas chaud. Fait que les gens s'amènent des petites chaufferettes, mettent ça en dessous du bureau. Pour se réchauffer les pieds. Il faut penser à mettre ça loin de la poubelle, peut-être? Loin de la poubelle. Des bacs de récupération? Qu'il y a même des propriétaires qui vont les interdire. Puis honnêtement, on ne le recommande pas justement pour... Souvent, ça va être une question d'oubli. Les gens vont partir le week-end, puis vont oublier la chaufferette, pourraient continuer à chauffer. Puis au fil du temps, nos matériaux peuvent se dégrader. Puis à ce moment-là, le point d'inflammation va baisser, puis il peut y avoir des débuts d'incendie. Donc, souvent, regardez avec vos propriétaires, parce que souvent, dans les bails, dans les baux, ça va être vraiment indiqué que c'est une pratique qui va être interdite. Ah, c'est bien à savoir. Au niveau maintenant de la zone, ces appareils-là, comme tout appareil de chauffage, il faut qu'ils soient dégagés. Dans le cas de celui-ci, on dit au moins 1 mètre de tous les côtés. Donc, à ce moment-là, de toute matière combustible, papier, poubelle... Donc ça ne va pas en dessous d'un bureau. Non, ça ne va pas en dessous d'un bureau. Dans ce cas-là, cet appareil-là, il faut s'assurer que l'air aussi circule librement. Donc, justement, pour que la chaleur se dissipe, parce que si la chaleur reste concentrée sur l'appareil dans un espace fermé... l'appareil va chauffer. Effectivement, peut causer un début d'incendie. On s'assure aussi que notre appareil demeure stable. Comme cet appareil-là, on pourrait peut-être être un petit peu moins stable, justement. Donc, on s'assure que notre cordon, justement, qu'on va venir brancher, on ne puisse pas peut-être s'enfarger dedans ou qu'il ne soit pas, justement, dans un espace de circulation. Même chose pour les enfants, les animaux. On s'assure, justement, le plus possible qu'ils demeurent à distance de cet appareil-là. Encore là, avertisseur de fumée, extincteur portatif aussi. Important, justement, d'avoir ça en place, d'avoir ça prêt et puis de les vérifier au besoin. Maintenant, dans les conseils d'utilisation, on se rappelle qu'il faut placer toujours l'appareil loin des meubles, les rideaux, les tissus. Je parle des chaufferettes d'appoint, mais je pourrais reparler un petit peu des plaintes électriques aussi. Les plaintes électriques, c'est la même chose. On va brancher directement aussi l'appareil dans notre prise électrique. Donc, on n'utilisera pas cet appareil-là, par exemple, branché dans une barre comme ci, ou même dans une rallonge, justement, comme on a ici. C'est pas conçu pour ça. Notre rallonge, nos fiches risquent de surchauffer, puis à ce moment-là, causer des débuts d'incendie aussi. On s'assure aussi que, de préférence, il y ait un dispositif de sécurité qui soit intégré vraiment dans mon appareil pour qu'en cas de renversement, il cesse. On ne l'utilise jamais de façon permanente, puis au besoin, on va faire appel à un électricien pour qu'il vienne peut-être nous trouver la meilleure solution, justement, pour l'espace qu'on a à chauffer.
puis d'éteindre l'appareil avant d'aller au lit ou avant de quitter la pièce, justement, pour être sûr que tout se passe bien avec l'utilisation de ce type d'appareil-là. Ça fait beaucoup de choses à penser. Effectivement, mais le petit guide d'utilisation, des fois qu'on se débarrasse trop rapidement, jetez un œil à l'intérieur. C'est un bon rappel, la chronique. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se retrouve dans 2 semaines pour d'autres chroniques, d'autres conseils de prévention avec ProMutuel. Merci. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet vous invite à sa magnifique soirée reconnaissance présentée par nos partenaires Champagne, le CAE Montmagny-Lillet et la SADC du Kamouraska dans le cadre de notre dégustation vin fromage qui fête ses 25 ans cette année. On vous le dit, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Alors, pour toutes les informations pour y participer, sont sur notre site web au www.cckl.org. On a de belles choses importantes à souligner avec vous les membres. On vous attend le 27 janvier au Centre Bombardier. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Cette année, les fêtes seront synonymes de retrouvailles pour plusieurs d'entre nous. Toute l'équipe de CEMA-TV vous souhaite de passer de bons moments avec vos amis et vos familles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes et nous vous en remercions. Nous espérons vous retrouver en grand nombre pour la nouvelle année. En bonne santé. Joyeuses fêtes! Vous regardez CEMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Vous avez peut-être entendu parler de cet huluberlu qui avait décidé de faire un canot à glace à l'ancienne. Eh bien, on est avec cet homme, Kevin Gagné. Bonjour. Bonjour. Et le voici, le fameux canot, il est terminé. Oui, finalement, après plusieurs heures de travail, on est fiers de dire qu'il est complété puis qu'il est prêt. On est prêt à aller l'essayer. Bien, on va recommencer à la base. J'aimerais ça que vous nous racontiez d'où vous est venue l'idée et comment ça a parti tout ça. Ben écoute, l'idée, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête parce que je viens d'une famille où le canot à glace a toujours été présent, d'une famille de canotiers, puis là, ben quand j'ai commencé à faire du canot à glace, on était dans les années plus où le canot à glace avait été plus développé, fil de verre et puis tout. Puis, c'est comme je vous dis, à un moment donné, je dis non. Là, j'ai dit, je veux... Parce que moi, personnellement, j'ai jamais essayé un canot à glace en bois. J'ai souvent entendu parler, mon père, mes oncles, tout le monde, de canot à glace en bois, que c'était la belle époque. Ben, je me suis dit, tabarouette, on va le savoir parce qu'on va l'essayer. Donc voilà, vous l'avez construit vous-même cet hiver? Oui, on a construit ça cet hiver avec l'aide de Raymond. Bien évidemment que pour se lancer dans un projet comme ça prend un savoir-faire qu'on ne peut pas acquérir d'un livre. C'est pour ça que je me suis associé avec Raymond, parce que Raymond a le savoir-faire pour la construction d'une telle embarcation. Puis, on voulait vraiment faire ça de la même manière que c'était fait à l'époque. Bon, je ne dirais pas qu'on a tous pris les mêmes outils, on s'est facilité un petit peu la vie, mais c'est vraiment ça que je voulais avoir, là, un savoir-faire vraiment comme à l'époque. Oui, on a la chance, on est d'ailleurs dans votre garage. Ici, c'est ici que vous avez fait toute la fabrication. Quand Kevin vous a parlé de ce projet-là, comment vous avez réagi?
J'ai dit oui tout de suite. Sans problème. Puis là, vous n'êtes pas à votre premier rodéo, là, vous en avez plusieurs de fait, vous, des canots? Le canot, c'est mon premier. Oh. Mais j'ai fait des chaloupes. La différence, c'est que les chaloupes, ils ont le derrière carré, puis ça, c'est le pointu des deux bouts. C'est ça que j'ai dit à Kevin. Donc, je pense que vous êtes un amateur de canot à glace aussi. Oui, j'ai couru pendant 4 ans de temps. La 5e année, la course avait été annulée. Puis j'ai arrêté après ça. Est-ce que ça vous manque? Oui, je pense encore. J'aimerais ça retomber plus jeune, puis retourner. C'est une espèce de drogue, je pense. Kevin, j'aimerais ça que vous me parliez des différentes étapes que vous avez pour réaliser ce canot-là. Oui, bien en fait, les premières étapes, c'est vraiment de se trouver le bois, hein, parce que ça prend un bois d'une bonne qualité, un bois qui n'a pas passé au séchoir, comme Raymond nous a expliqué. La première étape, c'est de trouver le bois. Que ça va nous prendre. Là, ça nous prend du chêne, du cèdre, ça prend tout ça. Après ça, bien, la deuxième étape, c'est de de découper notre bois, de l'amener prêt, comment je vous dirais bien, prêt au montage, pour pas qu'on aille à mixer les deux. Là, le montage, le sciage, là, à un moment donné, qu'on est empêtré dans tout ça. Puis après ça, ben, c'est toutes les étapes d'époque, de placer les moules, de placer les lisses. Après ça, on commence à faire notre bordée. Puis, qu'est-ce qui est long un petit peu? Ben, c'est tout ce qui entoure la finition, un petit peu. Hein? On s'applique encore plus pour qu'il soit beau, le vernis, parce que, comme vous le voyez, on voit tout le bois à l'intérieur. C'est ça qu'on voulait aussi. On aurait pu le peinturer, mais on voulait garder ça vraiment, vraiment très beau. Fait qu'on a verni. Ça fait plusieurs étapes, mais tout c'est super bien fait. Puis, je n'ai pas besoin de vous faire de gâchette que Raymond, c'est l'homme. C'est un passionné. On a eu que du plaisir à bâtir ce canot-là. Je veux qu'on revienne au bois parce que je pense que ça se trouve pas dans une cour à bois, hein, ce bois-là. Non, faut vraiment s'y prendre d'avance pour aller chercher le bois en forêt, le scier, le déligner, hein, si on veut, puis le faire sécher. Il faut vraiment le faire sécher de la bonne manière pour qu'on puisse arriver à un résultat comme ça. Et comment on choisit le bois? Un arbre qui n'a pas trop de nœuds, pour avoir du bois clair de nœuds, puis ça, c'est difficile. C'est à l'habitude, à l'œil, on peut le voir dans le bois. Est-ce que le bois de ce canot-là a été trouvé dans la région ici? Ben là, on a pris à l'île aux Oies pour le faire, mais pour le prochain. Moi, j'en avais un peu, on s'en est servi, mais on en a coupé pour l'année prochaine pour un autre. La période de séchage, c'est environ combien de temps? Ça varie d'1 an à 2 ans, idéalement. Quand il y a dans les bonnes conditions, 1 an à 2 ans. OK, donc ça a commencé, vous avez commencé à le faire cette année, mais on peut dire que vous avez commencé il y a 2 ans. On a eu la chance là, d'avoir du bois déjà prêt là, d'avance. Là, au travers de la construction de celui-là, on s'est préparé pour peut-être éventuellement un autre. Fait que là, les billots sont coupés, il nous reste qu'à les scier et à les faire sécher. Mais celui-là, on a eu la chance de déjà avoir du bois de prêt là, qui nous attendait. Là. Bon, là, il est prêt. Est-ce qu'il s'en va dans un musée? Qu'est-ce que vous faites avec? En fait, il y a plein d'options qui me trottent dans la tête, mais la première, c'est d'aller l'essayer. C'est ça. C'est d'aller l'essayer. C'est sûr que là on ne l'a pas fait pour rien. On veut vraiment aller l'essayer, la première des choses. Puis la deuxième, ben, ça va probablement être ça. C'est sûr que l'été, avec le travail, le canot à glace, on n'en fait pas beaucoup. Fait que je vais en faire profiter probablement un musée quelque part, là, soit à l'île aux Grues, ou on verra. Mais c'est ce qui va advenir de ce canot-là. Il va finir dans un musée pour l'été. Puis l'hiver prochain, ben j'ai une petite idée peut-être un peu folle d'aller faire peut-être 1 ou 2 courses en canot à glace avec là, pour montrer aux autres canotiers un peu c'était quoi le canot à glace à l'époque. Là. La mise à l'eau se fait quand? On devrait faire ça le 1er avril parce que là, on a construit le bateau comme c'était à l'époque. On essaie de tout faire comme c'était à l'époque. Bon, là, à l'époque, on parle de bénir le canot. On fait venir un curé pour le bénir qui va théoriquement le protéger. Fait qu'on veut tout faire vraiment d'un règle de l'art. Fait qu'on on y va de cette façon-là. Fait que le 1er avril, c'est ce qu'on va faire. On va le faire bénir par le curé. Par la suite, on invite les gens de Montmagny, des régions, qui veulent venir le voir, à venir le voir, le toucher, parce que c'est quand même une belle œuvre d'art. Hein? Puis après ça, ben, on ne fera pas de cachette, on va aller l'essayer. Est-ce que vous avez déjà vos coéquipiers?
Ah oui, on a déjà des coéquipiers de travail. Pour le premier essai, on va y aller avec plus une équipe, je dirais, vintage. Parce que ce canot-là a fait beaucoup réagir. Il a fait réagir des anciens canotiers qui venaient le voir. J'invitais tout le monde à venir le voir. Viens le voir, ça vaut à peine. Puis là, ben, quand il rentre ici, ben, c'est tout le temps la même chose. Les yeux viennent pétillants. Puis là, on sent que les souvenirs remontent. Puis hey, je me souviens en telle année. Puis là, on a couru. Puis tu sais. Fait que là, probablement pour le premier essai, ça va être ça. Ça va être une équipe vintage. Là, j'ai réussi à convaincre Raymond de rechausser les grappins. Et puis là, tranquillement, on va se monter une équipe pour aller essayer ça. Puis pour le premier essai, ça va être ça. Puis le deuxième essai, ben là, après ça, on va essayer l'équipe 2023 avec qui je cours l'hiver là, pour leur montrer aux autres et c'est quoi. Donc, on peut dire que le 1er avril, tout le monde est invité à venir. C'est vers 11h. Et ça va être à quel endroit exactement? Bien, on devrait faire ça dans la rue des Canotiers, ici en bas, où il y a la descente à bateau. Proche du fleuve. Je trouvais le site quand même approprié pour ça. Tout de suite après, ben, on va pouvoir aller l'essayer vraiment dans le bassin à Montmagny. Puis on invite les gens à venir découvrir ça. Un peu de glace de partie. Vous pouvez trouver de courir jusqu'au large. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait du canot à glace? Dernière année, en 1984. Okay, donc, ça va être un gros retour, là. Oui, un gros retour, oui. Donc, on invite vraiment les gens à aller faire un tour, à aller voir le canot. C'est vraiment magnifique. Il est de toute beauté et on le sent vivant. Donc, c'est une invitation, pas de moi, de Kevin et Raymond, bien sûr. Oui, parce que c'est quand même assez important. Je veux dire, le canot à glace fait partie de l'histoire de Montmagny, fait partie de l'histoire des îles de la région. On invite les gens à venir voir ça parce que c'est pas commun de voir ça de nos jours. Hein. Des constructeurs de canots à glace, c'est ça, comme Raymond le dit, il y en aura de moins en moins. Hein. C'est pas commun qu'on voit des gens avoir ce savoir-faire-là. On espère que ce savoir-faire-là ne se perdra pas. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on le fait. On a documenté toute la construction pour essayer qu'on n'oublie pas ça. Ce savoir-faire-là qui est lié à la région aussi. Hein. Mm-hmm. Oui, parce que le canot était en chantier, mais il y a un documentaire en chantier également. Oui, bien c'est ça. En fait, là, quand j'ai commencé à partir le projet de canot à glace, ça fait déjà quelques années, un de mes amis qui a entendu parler de ça, qui a communiqué avec moi, et puis semblait bien intéressé par le projet de tout filmer ça, documenter ça. Et puis, bien, écoute, on a embarqué dans l'aventure avec Bruno Bouliane, qui nous suit depuis le début. Et puis, on devrait avoir un résultat final d'un beau petit film sur la construction d'un canot à glace, là, sous peu. Et ça se poursuit donc, ce documentaire-là, ça va être filmé aussi le 1er avril. Oui, Bruno va être présent le 1er avril, filmer tout ça. Et puis, ce qui va conclure un petit peu la première portion. La deuxième portion devrait être l'hiver prochain. Parce que là, c'est comme je vous disais, on devrait embarquer sur les glaces durant les compétitions. Fait que Bruno va tout filmer ça pour englober tout ça dans le documentaire, dans le film. Kevin Gagné, Raymond Lachance, merci énormément. Ici Renée Grégoire, présidente du Club FADOC de Montmagny. Au nom de nos 950 membres, du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes, santé et joie. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Au Salon de quai Louis-Blanche, on s'amuse en grand. Un nouveau système informatique pour les skieurs des plus performants, billard, jeux d'art électronique, golf virtuel de pratique, tout y est pour passer de bons moments durant les vacances des fêtes. 248-0880. Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30.
les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez SEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Madame la ministre, vous êtes aujourd'hui chez Ressort Liberté pour nous faire une belle annonce. Pouvez-vous nous parler pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Bien, ça va me faire plaisir. Donc, je suis ici à titre de ministre qui est responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Puis le rôle de l'agence, c'est d'accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs projets. Et donc, Ressort Liberté nous ont présenté un beau projet pour le développement de leur entreprise et DEC a fourni 1 million pour le total du montage financier qui est autour de 7 millions. Alors, DEC fournit 1 million pour les aider à compléter leur montage financier. Avec des bonnes conditions de prêt. Et comme ça, l'entreprise va pouvoir réaliser son projet qui vont leur permettre de développer des nouveaux produits puis de commercialiser ça plus tard. Vous aviez à peu près une quinzaine de projets qui ont été retenus particulièrement. Pourquoi Ressort Liberté? Bien, nous, on retient les projets qu'on pense qui sont porteurs, qui permettent vraiment à l'entreprise, DEC se spécialise dans le support aux PME. Donc, c'est des entreprises qui peuvent connaître une croissance, qui ont des projets qui peuvent les aider parfois au niveau de la productivité, parfois au niveau de la recherche, de l'innovation, du développement, parfois au niveau de la commercialisation. Et donc, le projet qui a été soumis par Ressort Liberté cadrait parfaitement dans ce que fait l'agence et c'est pour ça qu'on est là pour les aider à réaliser leurs rêves et voir l'entreprise prendre encore plus d'expansion puis de part de marché. Est-ce que c'est une première pour le développement économique, ce genre de réalisation de projet, ou c'est récurrent chaque année? L'agence a 13 bureaux d'affaires à travers le Québec et donc, dans toutes les régions, on est là vraiment en appui avec les PME. L'agence est très près du secteur, très près des PME partout au Québec. Puis le rôle de l'agence, c'est vraiment de participer au développement économique de toutes les régions en tenant compte des défis qui sont présents. Tantôt, quand j'ai rencontré les propriétaires de l'entreprise, on discutait entre autres des enjeux reliés à la main-d'œuvre. Donc, des fois, d'améliorer la productivité de l'usine, ça peut faire en sorte qu'on pallie un petit peu à la rareté de la main-d'œuvre. Donc, c'est des projets qu'on fait un peu partout à travers le Québec pour des belles PME comme Ressort Liberté. Vous êtes plus particulièrement du côté d'Ottawa que du côté de l'Est du Québec. Qu'est-ce que vous retenez de vos visites? Bien, ici, en fait, ça fait plusieurs fois que je viens parce que, à Montmagny, mais aussi dans les municipalités avoisinantes, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de PME ici, et il y a aussi des centres de transfert technologique, il y a beaucoup de recherche et d'innovation, puis l'agence sert tout à fait à ça, c'est-à-dire donner une impulsion aux PME pour partir leur projet parfois, ensuite l'amener ailleurs, grossir l'entreprise, améliorer la productivité. Donc, je vais à Ottawa, mais juste 6 mois par année, quand la chambre siège, mais le reste du temps, je me promène partout au Québec pour rencontrer les entrepreneurs puis être sûr que les programmes sont bien adaptés aux réalités du terrain. En terminant, il y a une petite question, je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. Qu'est-ce qu'une ministre des Sports? C'est quoi l'alliance entre le Développement économique Canada et la ministre des Sports? Bien, c'est sûr que c'est 2 portfolios différents. D'un côté, ça me permet de rencontrer des gens partout au Canada parce que sport, c'est un ministère là, qui couvre vraiment le Canada au complet. Et du côté du développement économique, on est vraiment concentré ici au Québec. Donc, ça peut paraître déconnecté, mais en même temps, ça ne l'est pas parce que autant le développement économique que le sport, c'est à propos des humains. Quand on aide des entreprises, quand on aide des PME, quand on soutient des athlètes, des entraîneurs, on fait ça d'abord et avant tout pour soutenir les humains qui sont derrière ces projets-là. Donc, moi, c'est à ça que je connecte. Puis, aux gens chez Ressort Liberté, c'est la même affaire. C'est du bon monde qui sont super créatifs, innovants, puis qui veulent aller plus loin. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Merci, Mme la ministre. Ça me fait plaisir à moi aussi. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit, avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet vous invite à sa magnifique soirée reconnaissance présentée par nos partenaires Champagne, le CAE Montmagny-Lillet et la SADC du Kamouraska dans le cadre de notre dégustation vin fromage qui fête ses 25 ans cette année. On vous le dit, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Alors, pour toutes les informations pour y participer, sont sur notre site web au www.cckl.org.
On a de belles choses importantes à souligner avec vous les membres. On vous attend le 27 janvier au Centre Bombardier. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Votre Canadian Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadian Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Boutique Le Rendez-vous. Depuis plus de 10 ans au cœur du Vieux-Montmagny. Collection mode actuelle et différente avec une belle sélection d'accessoires. Boutique Le Rendez-vous, rue Saint-Jean-Baptiste. Connaissez-vous le Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli, situé le long de la route 132? Bien, il est ici depuis maintenant 15 ans et pour nous en dire davantage, j'ai avec moi Bianca Roy, qui est directrice générale de l'établissement. Bonjour Bianca. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu tout d'abord qu'est-ce que c'est ce musée? Oui, donc le Musée de la mémoire vivante, c'est un musée qui est voué à la personne. Donc c'est vraiment les gens qui vont être au cœur de nos expositions. C'est eux qui vont vont raconter leurs pratiques par le biais de témoignages. Donc il va y avoir beaucoup d'extraits, beaucoup de capsules à écouter dans chacune de nos expositions pour vraiment mettre la personne à l'avant-plan. Et dans le fond, toutes les expositions sont évolutives. Donc, chacun de nos visiteurs est invité à venir ajouter sa mémoire à celle qui est présentée dans les expositions, mais peuvent aussi ajouter leur mémoire, nous partager leur mémoire sur différents sujets qui ne sont pas en exposition. Et tout ça est ajouté dans nos collections, en fait. Si on commence par l'extérieur, le bâtiment est absolument magnifique. Oui, donc le bâtiment, c'est une reconstruction du manoir de Philippe Aubert de Gaspé. Le manoir d'origine a été incendié en 1909 et en 2008, on va reconstruire ici, un peu plus loin que l'emplacement d'origine, sur le même modèle architectural, la même volumétrie, donc identique à l'extérieur, mais évidemment complètement différent à l'intérieur pour être adapté en tant que musée. Vous avez quand même des indications de l'ancien bâtiment. Oui, c'est ça. Donc, en faisant le tour du terrain, les visiteurs peuvent passer près du Fournil, qui est en fait la zone archéologique. Et le Fournil, bon, c'est un four à pain, c'est aussi un ancien puits qui reste à l'intérieur et c'est le seul bâtiment qui daterait de la période d'origine du manoir, donc vers les années 1764 environ. Et juste derrière ça, on a des traces au sol qui viennent marquer l'emplacement du véritable manoir, donc le manoir d'origine. Et en continuant sur le terrain, les gens peuvent visiter des jardins, un caveau et peuvent même se rendre jusqu'au fleuve. À l'intérieur, qu'est-ce que les gens peuvent voir? Parce qu'on a l'habitude de regarder dans un musée. Là, on peut écouter aussi. Oui, c'est ça. Donc, à l'intérieur, on a 5 expositions qui sont à voir présentement. Une sur Philippe Aubert de Gaspé, évidemment. Notre nouvelle exposition sur les boîtes à chansons. Une exposition sur les pratiques de récupération qui vont être issues de la mémoire de la première moitié du 20e siècle. Et une exposition de portraits qui a été faite en collaboration avec l'artiste Tania Elion. C'est peut-être le moment de venir avec ses grands-parents. Ils vont pouvoir nous raconter bien des histoires aussi en voyant les différents articles présentés. Oui, c'est ça. Donc, les objets dans nos expositions vont être des déclencheurs de mémoire et viennent essayer de raviver des souvenirs et justement d'alimenter le partage intergénérationnel. Alors aujourd'hui, on va aller visiter ensemble l'exposition sur les boîtes à chansons qui vient tout juste d'être créée. Je vous suis? Oui. Le Musée de la mémoire vivante présente une nouvelle exposition depuis le 19 juin et c'est sur les boîtes à chansons. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser ce thème-là? En fait, c'est un projet qui, à la base, est venu d'une étincelle qui a été provoquée par un visiteur. Il faut remonter en 2018, lorsque M. André Mathieu vient visiter le musée. Lui aime bien la mission, est charmé un peu par le musée, va revenir quelques temps plus tard et va proposer au musée un don d'archives en lien avec sa boîte à chansons, La Catastrophe, qui était dans un collège à Lauson dans les années 60-70. Et donc, lui va aussi témoigner en lien avec sa boîte à chansons. Et tout ça va rester un peu dans nos archives jusqu'en 2021, quand vraiment le projet va être réanimé par un employé d'été qui est arrivé au musée et qui, lui, commençait un projet de recherche sur les boîtes à chansons. Et donc là, à partir de là, le projet va vraiment débouler et ça nous apporte à l'inauguration qu'il y a eu le 18. Qu'est-ce que les gens vont retrouver ici sur place dans l'exposition? Donc, dans l'exposition, on a beaucoup de mémoires qui vont être partagées à propos des boîtes à chansons. On a fait 42 témoignages spécialement pour cette exposition-ci.
C'est des artistes, des propriétaires de boîtes à chansons, des spectateurs qui ont été rencontrés vraiment pour l'exposition et qui vont nous partager leur regard du phénomène. Donc, on va comprendre c'était quoi l'ambiance dans une boîte à chansons, on va comprendre comment les propriétaires des boîtes à chansons allaient approcher les différents artistes, parce que souvent, les gens vont être très jeunes. On a des propriétaires de boîtes à chansons qui avaient 17 ans à l'époque et qui approchaient, disons, Félix Leclerc pour venir chanter dans leur boîte à chansons. Donc, c'est des gros artistes parfois qui se faisaient approcher par des gens très, très jeunes pour aller performer dans des tout petits milieux. Les boîtes à chansons vont souvent avoir une capacité d'environ 100 de personnes. Donc, c'est vraiment très, très petit comme local. Et les prix des spectacles vont être aussi très petits. On a, dépendamment des années, des spectacles à 25 sous. On a des spectacles à 2 $ aussi du billet. C'est un véritable réseau, finalement, les boîtes à chansons. Vous m'expliquez que le gap entre ce que vous avez, les possibilités que vous avez recensées de boîtes à chansons au Québec est quand même assez énorme. Oui, c'est ça. Donc, selon les écrits, au Québec, il y aurait eu entre 75 et 2000 boîtes à chansons. C'est un écart assez majeur. Nous, pour l'exposition, on a essayé d'en faire un recensement et on a réussi à en recenser 129 jusqu'à maintenant, qui sont présentés sur une carte interactive dans l'exposition. Et en fait, tous les visiteurs sont invités à nous aider à documenter les boîtes à chansons. Donc, que ce soit en nous donnant des informations à propos de celles qui sont déjà présentées sur la carte ou en nous proposant des boîtes à chansons qui ne le sont pas pour qu'on puisse faire des recherches et les ajouter. On pourrait peut-être dire que vous cherchez aussi des anciens spectateurs des boîtes à chansons pour avoir des témoignages. Oui, c'est ça. En fait, tout le monde qui a connu l'époque des boîtes à chansons est invité à venir visiter l'exposition et à nous partager leur mémoire en lien avec les boîtes à chansons. Oui, parce que c'est un peu plus difficile hein, que vous m'expliquiez d'avoir ce genre de témoignage-là. Oui, c'est ça. En fait, pour les propriétaires, les artistes, ça a été relativement facile de trouver les témoignages. Au niveau des spectateurs, la plupart des gens ont l'impression qu'assister à un spectacle, c'est pas vraiment une mémoire qui vaut la peine d'être partagée. Pourtant, pour les gens qui ont accepté de partager cette mémoire-là, ça vient vraiment enrichir l'exposition. C'est des très beaux souvenirs qui, pour les gens comme moi qui n'ont pas connu l'époque des boîtes à chansons, nous permettent de vraiment nous replonger dans l'époque. Alors voilà, c'est une invitation. L'exposition est disponible jusqu'à quand? Jusqu'en 2025. Donc, les gens ont 2 ans pour venir nous visiter. Évidemment, on vous invite à venir nous visiter avant la fin de l'exposition, surtout si vous voulez partager votre mémoire. Merci beaucoup, Bianca. Ça fait plaisir. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est ce qui complète les rencontres de 2023, de belles rencontres qu'on a vécues à CEMA TV. Il y en aura d'autres en 2024, bien sûr. C'est ce qui complète aussi les émissions spéciales qu'on vous proposait dans ce temps des fêtes. Et on vous donne rendez-vous pour de nouvelles émissions de CEMA TV à compter du 8 janvier. Bon début d'année à vous. Votre Uniprix Daniel Lachance profite de ce temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année remplie de petits et grands bonheurs. Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Au Salon de quilles Loi-Blanche, on s'amuse en grand. Un nouveau système informatique pour les skieurs des plus performants, billard, jeux de dards électroniques, golf virtuel de pratique, tout y est pour passer de bons moments durant les vacances des fêtes. 248-0880. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet vous invite à sa magnifique soirée reconnaissance présentée par nos partenaires Champagne, le CAE Montmagny-Lillet et la SADC du Kamouraska dans le cadre de notre dégustation vin-fromage qui fête ses 25 ans cette année. On vous le dit, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Alors, pour toutes les informations pour y participer, sont sur notre site web au www.cckl.org. On a de belles choses importantes à souligner avec vous les membres. On vous attend le 27 janvier au Centre Bombardier.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.